Comment la justice devient-elle une arme? Par la transformation des espaces publics en échafauds. En Afghanistan, le régime taliban a systématisé ce processus. L'infrastructure sociale a été réquisitionnée. Les places, autrefois des lieux de rassemblement, sont devenues des scènes de punition. Les stades de sport ne sont plus des arènes de compétition, ce sont des instruments de contrôle. Cette instrumentalisation d'installations civiles contrevient directement aux conventions internationales sur la protection des infrastructures publiques. Un principe fondamental, ignoré. Ce n'est pas un fait historique. En l'an 2026, cette campagne de terreur est une réalité fonctionnelle. Les stades afghans opèrent comme des polygones pour une violence institutionnalisée. La terreur publique des talibans se propage. Elle s'infiltre dans la vie privée de la société afghane, altérant sa physiologie. La nuit, des enfants crient dans leur sommeil. Dans l'obscurité, l'écran d'un téléphone s'allume. Des messages sont effacés, hâtivement. Les parents enseignent une nouvelle discipline. Aux fils, ne pas parler. Aux filles, devenir invisible. Le foyer est censé être un refuge, une sphère de sécurité. Ici, il devient une zone d'entraînement à l'effacement, la survie par l'invisibilité. Dans toute la société afghane, les voix baissent, les regards fuient les autorités. Pour les femmes afghanes, le monde se rétrécit. Sortir est un protocole. D'abord, le visage, entièrement couvert. Puis l'attente de l'accompagnateur masculin. Sans lui, la porte reste close. Une patrouille approche. Les yeux baissent, immédiatement. Ce niveau de paranoïa sociale et d'autocensure intrafamiliale a été documenté par les sociologues. Au Cambodge, sous le régime des Khmers rouges, dans les années 1970. Accompagnée, elle franchit le seuil de la porte. Cette paralysie n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une politique, d'une statistique. 587 personnes fouettées en 2025, dont 106 femmes, pour des crimes moraux. Comment un régime transforme-t-il la répression en loi? Il inscrit des délits moraux vagues dans son code pénal. La fuite du domicile devient un crime, le vol aussi. Le processus est bureaucratique. Un tribunal taliban rend un verdict. Un greffier l'enregistre dans un registre. Des centaines de cas de flagellation y sont consignés. Le bruissement sec des pages des rapports internationaux enregistre les mêmes faits. Des crimes contre l'humanité. Les chiffres sont documentés. 175 condamnations à mort, 37 condamnations à la lapidation. Ces 175 sentences capitales, prononcées en peu de temps, dépassent les statistiques annuelles de la plupart des États où la peine de mort est légale. En février 2026, le constat est formel. Richard Bennett, rapporteur spécial de l'ONU, parle d'une crise profonde des droits humains. Il décrit un système institutionnalisé d'oppression de genre. Un mois plus tôt, en janvier 2026, l'université de Georgetown publie son propre rapport. L'analyse est juridique, froide. Le rapport conclut que la nouvelle réglementation pénale légalise de fait l'esclavage, la violence et la répression contre les femmes. La systématisation de la violence prend racine dans un précédent, un acte fondateur. Décembre 2022. C'est la première exécution publique reconnue depuis la reprise du pouvoir. Le lieu, la province de Farah. Un homme est amené devant des centaines de spectateurs et de hauts responsables talibans. Le père de sa victime reçoit un fusil d'assaut. Il tire 3 fois. L'ordre vient directement du leader suprême, Aibatullah Akhundzada. Un acte public, un message. Les Nations Unies condamnent, les avertissements sont ignorés, la méthode s'accélère. Février 2024, stade de football de Ghazni. 2 hommes sont exécutés par balle dans le dos. Devant des milliers de personnes, un officiel de la Cour suprême lit les condamnations, signées par Akhundzada. Cette mise en scène n'est pas un hasard. C'est une reconstitution précise des méthodes de la fin des années 1990. Une démonstration au monde du rejet total des promesses de modération. Le coup de feu de Farah en 2022 préfigure la suite. Sur les 4 premiers mois de 2025, 213 personnes sont flagellées publiquement. 213, dont 44 femmes. Avril 2025. Le bilan d'une seule journée s'élève à 4 exécutions publiques. 15 août 2021. Le gouvernement afghan s'effondre. Les nouveaux dirigeants apparaissent à la télévision. Ils promettent une amnistie générale. Pour les soldats, les juges, les fonctionnaires. La promesse était un mensonge. Immédiatement, les perquisitions commencent, maison par maison.
Comment le système de répression a-t-il été légalisé en quelques jours? Les promesses télévisées d'amnistie ont servi de couverture à une purge totale. Les combattants traquent systématiquement les individus liés au gouvernement précédent. Des anciens soldats disparaissent. Des jeunes hommes sont emmenés pour interrogatoire. Ils ne rentrent jamais. Un rapport d'enquête révèle au moins 110 exécutions d'anciens soldats, 110 victimes documentées, une fraction des 300 000 hommes de l'armée afghane. Leurs bases de données biométriques sont tombées aux mains des nouvelles autorités. Le système de terreur des années 1990 est méthodiquement reconstruit. Tribunaux, prisons, police religieuse. La Cour suprême est reformée, composée exclusivement de religieux masculins loyaux au commandement. Ces cours rejettent les normes juridiques modernes. Aucune représentation légale. Les procès durent quelques minutes. En novembre 2022, les intentions deviennent explicites. Dans la province du Takhar, 19 personnes sont amenées devant la foule. 9 sont des femmes. Le son du fouet, régulier, méthodique. Chacun reçoit 39 coups. Les crimes listés, adultère, fuite du domicile, relations hors mariage. La Cour suprême venait d'annoncer officiellement le retour des châtiments publics de masse. Cet appareil répressif n'est pas une création de 2021. Pendant 20 ans, il a mûri dans les communautés rurales afghanes. Où l'architecture de la terreur a-t-elle donc disparu après la chute du régime fin 2001? Elle ne s'est pas volatilisée. Elle s'est déplacée des villes vers les mosquées de village. En 2010, dans la province de Kunduz, un jeune couple est lapidé en public. Leur crime présumé, une tentative de fuite pour échapper à des mariages forcés. Les villageois sont contraints d'assister et de participer. La femme meurt sous les pierres. L'homme survit, sévèrement battu. Cet événement n'est pas un acte isolé. C'est la pratique des tribunaux de l'ombre qui opèrent dans l'ensemble des 34 provinces du pays. Un État parallèle, institué sous les yeux des forces internationales. La justice est rendue depuis des mosquées ou des maisons privées, sans archives, sans avocats, sans preuves légitimes. Les raids nocturnes visent ceux accusés de soutenir le gouvernement. Beaucoup disparaissent. Un rapport d'Amnesty International sur la province du Panjshir documente des châtiments collectifs contre des populations civiles entières, y compris des fermiers et des éleveurs torturés à mort. Les arrestations arbitraires de masse, la torture et les exécutions extrajudiciaires deviennent une pratique standard. Les familles enterraient les corps, trop terrifiées pour poser des questions. Cette terreur silencieuse avait une cible prioritaire, les femmes. Pour elles, les tribunaux de l'ombre rendaient les verdicts les plus extrêmes. Le processus judiciaire était une mise en scène, le verdict prédéterminé. Une accusation d'adultère pouvait naître d'une simple conversation ou d'une sortie sans tuteur masculin. En 1999, au stade Ghazi de Kaboul, une femme est amenée devant la foule. Accusée d'adultère, elle est forcée de s'agenouiller, entièrement couverte. Une seule balle dans la tête. Devant des milliers de spectateurs. La lapidation devient une arme de terreur, spécifiquement dirigée. En 2015, dans la province de Ghor, le cas de Roshana, 19 ans. Elle tente de fuir un mariage forcé. Elle est rattrapée, son procès est immédiat. Roshana est enterrée dans un trou, seul son buste dépasse. Puis le son sourd des pierres frappant la terre. Et son corps. Son fiancé, Muhammad Goul, est seulement flagellé. Il survit. La violence n'est pas un acte de cruauté spontanée. C'est un spectacle calculé. Un instrument de destruction psychologique destiné à terroriser des communautés entières. La vidéo de l'exécution de 1999 a été diffusée dans le monde entier, mais les autorités en place ont totalement ignoré la condamnation internationale. La racine de cette terreur publique n'a pas été plantée dans des cours de justice improvisés. Elle a été cultivée dans un espace culturel, sur le gazon du principal stade de Kaboul. Comment forcer des milliers de personnes à assister à des amputations en annonçant un match de football? Le stade Ghazi, construit en 1923 par le roi Amanullah Khan comme symbole de la modernisation afghane, est devenu une arène d'exécution. La mécanique était un rituel. Une annonce de match attirait la foule. Puis les portes se fermaient. Au centre du terrain, on amenait les condamnés. Des médecins étaient présents, non pas pour soigner, mais pour superviser la technique d'amputation. L'éclat métallique des instruments médicaux sur le gazon vert du stade, sous le regard silencieux de la foule, des mains et des pieds étaient sectionnés. Milwes, survivant, avait déjà perdu une jambe à cause d'une mine.
Accusé de vol, il a perdu son bras au stade Ghazi. Il a déclaré « J'aurais préféré me tuer ». Le sang s'infiltrait dans l'herbe, puis les corps étaient évacués. Le match reprenait, comme si rien ne s'était passé. Un laboratoire pour la normalisation de la violence. 20 ans plus tard, cette même architecture de la peur reviendra dans les rues de Kaboul, après le retrait des troupes internationales. Le tout devant des dizaines de milliers de spectateurs dans les tribunes. Cette architecture de la terreur n'était pas seulement conçue pour les stades. Elle fut d'abord érigée pour infiltrer chaque aspect de la vie afghane. Un système de contrôle bureaucratique, total. Le régime institue des tribunaux islamiques. Leurs juges, des religieux talibans, ne répondant à aucune autorité externe. Les verdicts étaient rendus en quelques minutes, sans code pénal écrit, sans avocat, sans appel. Parallèlement, le ministère pour la promotion de la vertu et la répression du vice est créé. Une police des mœurs structurellement copiée sur la mutawa saoudienne. La terreur domestique est institutionnalisée. Comment contrôler une nation entière? Par la criminalisation des habitudes quotidiennes. Faire voler un cerf-volant, une tradition afghane, devient illégale. Les patrouilles de la police des mœurs arpentent les rues, armées de fouets, de bâtons. Un citoyen est arrêté au hasard. Sa barbe est inspectée, sa longueur mesurée. La punition est physique, immédiate. Le son des coups de fouet résonne dans le silence absolu des rues, où toute musique est interdite. La télévision, les films, la photographie, toute expression artistique est anéantie. Les écoles pour filles sont fermées. Le travail hors du foyer est interdit aux femmes. Le port de la burqa devient obligatoire pour toutes. Pour les hommes, un visage rasé mène au coup ou à la prison. Les sentences étaient exécutées le jour même de leur prononcé. Ce contrôle social absolu reposait sur une paralysie totale de la volonté. Son acte fondateur fut l'exécution publique de Mohammad Najibullah, le 26 septembre 1996. Devant le palais présidentiel, 2 corps sont suspendus à un poteau de signalisation. Des cigarettes et des billets de banque sont enfoncés dans la bouche de l'un d'eux. Une dégradation finale. Il s'agit de l'ancien président, le docteur Mohammad Najibullah, et de son frère, Shapour Ahmadzai. L'action se déroule quelques heures plus tôt. Ce même jour, les talibans entrent dans Kaboul. Leur première cible est le complexe des Nations Unies. L'ancien président s'y était réfugié depuis 1992, croyant à la protection internationale. Cette illusion est anéantie. L'irruption dans le complexe constitue une violation flagrante de la Convention de Vienne, démontrant un rejet total des normes diplomatiques. Les combattants forcent l'entrée. Ils s'emparent de Najibullah et de son frère, malgré leur statut de protégés. Les 2 hommes sont torturés. Les rapports documentent une castration et d'autres mutilations. Puis, ils sont exécutés. Les corps ne sont pas simplement abandonnés. Ils sont attachés à l'arrière d'un camion et traînés à travers les rues de la capitale. L'acte est une performance, un théâtre de la terreur conçu pour paralyser la population. Les cadavres restèrent exposés publiquement, un avertissement pour chaque habitant de Kaboul qui passait devant. Les auteurs de l'exécution de 1996 ne sont pas apparus ex nihilo. Leur socialisation radicale s'est déroulée des années plus tôt, loin de l'Afghanistan. Qui étaient ces combattants? Une génération d'orphelins de guerre, éduqués dans les camps de réfugiés au Pakistan. Leur formation se déroulait dans des madrasas sous l'influence stricte du fondamentalisme déobandi. Cet enseignement effaçait méthodiquement les structures tribales traditionnelles. Il anéantissait les codes culturels afghans. Ce vide sociologique est né d'un effondrement national. Au début des années 1990, après le retrait soviétique, l'État afghan a cessé d'exister. Le pays fut fragmenté, la société civile détruite. C'est de ce chaos qu'émerge un nouveau mouvement en 1994 autour de Kandahar. Ces rangs étaient composés de jeunes combattants qui n'avaient connu que le conflit. Ces mêmes adolescents des camps deviendraient, quelques années plus tard, les juges qui interdisaient la musique et fermaient les écoles. Leur formation ne contenait aucune référence aux institutions civiles. Les mécanismes de démantèlement social, conçus 30 ans plus tôt dans des camps, sont toujours à l'œuvre. Ce ne sont pas des archives, c'est le présent. Une réalité quotidienne pour des millions de personnes. Une crise en temps réel, pour des personnes réelles. Aujourd'hui à Kaboul, les visages des femmes sur les panneaux publicitaires sont badigeonnés de peinture.
un symbole de l'effacement culturel qui continue. Le processus est le même. La population afghane ne peut détourner le regard. Nous non plus. Comprendre cette architecture historique est une chose. Constater son application aujourd'hui en est une autre. Le travail de Flick of History est de documenter ces faits. Soutenir ce canal, c'est soutenir cet effort. Une surveillance nécessaire, un archivage constant. Nous poursuivons le recensement quotidien des faits.